Bonjour. Bonjour. Quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? C'est une bonne question. Je pense que essentiellement, la capacité à chercher et à analyser de l'information et ensuite à construire les expériences. Moi, j'étais dans les sciences dures, donc les expériences qui permettaient d'infirmer ou de confirmer une théorie, une idée qu'on avait en fonction justement de toutes les informations disponibles et du problème qu'on avait initialement. C'est essentiellement le traitement de l'information, l'analyse, la synthèse, enfin, les trucs de base. Et je crois que vous avez aussi dû apprendre à cacher de l'information. Oui, et c'est pas forcément facile d'ailleurs, parce que quand il faut rédiger un mémoire de thèse dans lequel il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de dire, parce que dans l'entreprise pour laquelle on travaille, moi j'ai fait une thèse dans un contrat CIFRE, donc j'étais salarié de cette entreprise et il y avait des choses que je n'avais pas le droit de dire sur les produits que j'utilisais, donc il fallait trouver, comment dirais-je, des détours pour expliquer un peu ce que c'était sans trop en dire, tout en étant quand même suffisamment, comment je dirais, explicite pour que le jury qui lit la thèse n'ait pas l'impression de voir simplement que j'avais mis A plus B et que ça avait donné C sans rien dire sur les différentes étapes. Et concrètement, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant? Vous pouvez toujours... Oh là, je me sens plus vraiment lié à cette entreprise 20 ans après, mais je pense qu'il n'y avait pas tellement de secrets en soi. C'est simplement que c'était une entreprise qui était très paranoïaque, qui avait peur certainement qu'on lui vole de bonnes idées, et qui notamment ne voulait pas dire quelles étaient les modifications qu'elle avait faites sur les produits que j'utilisais. Donc on restait relativement vague. C'était tel type de matériaux, sans trop de précision. Je pense que globalement, ça n'aurait pas révolutionné la planète si on en avait su plus, mais c'est comme ça, il faut suivre les instructions dans ces cas-là. Et l'entreprise, c'était? Une grosse entreprise du secteur agricole, on va dire, en France. Française. Française. D'accord, donc encore aujourd'hui c'est difficile de dire, prononcer son nom. Moi, j'ai pas envie de leur faire ni une publicité négative ni une publicité positive. D'accord. Et alors, est-ce que les compétences que vous avez acquises lors de votre doctorat vous sont utiles aujourd'hui dans votre travail? Oui, elles sont très utiles. Parce qu'une grande partie de mon travail maintenant, comme attaché de coopération scientifique et universitaire, c'est justement de gérer de l'information, de mettre en place des stratégies en fonction d'un objectif et d'aller chercher cette fois-ci, c'est plus les bonnes manips ou les bonnes expériences qu'il faut monter, mais les bonnes personnes pour arriver à obtenir un certain nombre de résultats. Donc je pense que cette capacité-là, je l'ai développée tout au long de mes études, bien sûr, mais en grande partie par ma thèse. Donc vous êtes où maintenant? Je suis attaché de coopération scientifique et universitaire à Stockholm, à l'ambassade de France en Suède. Et vous travaillez sur quel projet, par exemple? Sur des projets de coopération, sur le développement, l'intensification de la coopération dans les domaines scientifiques et universitaires. Donc rien de particulier, pas sur un projet, mais sur le renforcement des liens entre la Suède et la France, le renforcement de l'attractivité de la France pour les étudiants suédois, la mise en contact de chercheurs pour qu'ils travaillent ensemble. C'est pas moi qui vais faire le travail à leur place, mais je suis là pour aider ceux qui en ont besoin à se rencontrer et à travailler ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez faire des comparaisons entre les deux systèmes les systèmes français et de recherche? Des comparaisons, oui, enfin on les voit. Il y a le monde universitaire au sens large, c'est-à-dire enseignement supérieur et recherche, est assez similaire, en tout cas a des traits, à mon avis, assez similaires partout dans le monde. C'est ce qu'on voit quand on est à l'étranger, en fait. On a l'impression que finalement les problématiques sont les mêmes, les discussions sont les mêmes, les chercheurs râlent pour les mêmes choses. Après, les structures dans lesquelles ils évoluent et qui déterminent la façon dont leur carrière se passe, dont leur recherche se passe, elles sont différentes d'un pays à l'autre parce qu'elles sont le fruit de l'histoire. Et notre histoire française n'est pas l'histoire de la Suède ou l'histoire de la Finlande ou des pays du Nord. Mais aujourd'hui, un chercheur suédois ou un chercheur français, il est dans le bain global, dans le monde globalisé, et dans sa discipline, il est confronté, entre guillemets, ou en tout cas évalué,
ou comparer à tous ces chercheurs du monde dans la même discipline, des Américains, des Chinois, des Indiens, Dieu seul sait quoi. Donc la pensée en termes nationaux, elle est nécessaire, elle est logique, puisque chacun vit dans un cadre qui est le sien, mais en l'occurrence, on est dans un domaine, l'enseignement supérieur et la recherche, qui est de moins en moins national. Donc, on est bien obligé de faire des comparaisons, de regarder ce qui se passe chez les autres, ce qui ne veut pas dire que c'est mieux ailleurs, ce qui veut pas, systématiquement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut importer les modèles tels quels, parce que le modèle suédois ne va pas s'importer en France du jour au lendemain, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de l'importer, mais par contre, on peut essayer de réfléchir autrement et se dire parfois que quand on est face à certains problèmes, il y a façon de les aborder d'une autre façon, avec un autre état d'esprit, on va dire. Vous pensez qu'on aurait plus besoin de s'inspirer d'eux que eux de nous? Non. Je pense que quand on discute avec les chercheurs étrangers, et notamment avec les chercheurs nordiques, une des choses qu'ils disent, c'est que, bien sûr, on trouve toujours que c'est compliqué la France à tout point de vue, etc. Mais ils trouvent aussi qu'il y a souvent beaucoup de créativité chez les chercheurs français, que finalement ils sont parfois admiratifs de la façon dont les chercheurs français font de la recherche de haut niveau dans des conditions qui sont bien moins bonnes que les leurs, que ce soit les locaux, le matériel, les choses dont ils ont la disposition. Souvent c'est beaucoup mieux dans les pays du Nord. Et avec des choses, avec un environnement de recherche qui est parfois moins bon, nos chercheurs sont très bons aussi. Donc, parce qu'ils développent d'autres stratégies pour s'adapter à leur environnement. Et je pense que les Nordiques ont autant à apprendre de nous que nous d'eux. C'est le principe de la coopération. Je ne suis pas missionnaire de la France en Suède et je ne suis pas missionnaire de la Suède en France. Mais par contre, il semblerait que le doctorat soit mieux valorisé là-bas. Oui. Très clairement, on est dans des pays avec je dirais, l'ensemble de l'Europe du Nord, les Pays-Bas, c'est pareil, l'Allemagne, c'est pareil. Avoir un doctorat, c'est être quelqu'un. Et c'est le plus haut grade qu'on peut obtenir dans le système universitaire. C'est une reconnaissance. Donc quelqu'un qui a un doctorat, voilà. Et il n'a pas besoin de prouver en plus qu'il est un bon chercheur, parce que le fait qu'il ait un doctorat prouve qu'il est un bon chercheur. Et ça, c'est lié au fait qu'il n'y a que des universités, ou presque que des universités? C'est sans doute un peu lié à une autre façon de voir la recherche, parce que dans les pays du Nord, la recherche, c'est l'université, point, grosso modo. Enfin, il y a assez peu d'organismes de recherche sectoriels comme chez nous. C'est sans doute lié aussi à la valorisation du diplôme en sens large, c'est-à-dire qu'on estime que les critères pour obtenir le diplôme sont suffisamment hauts pour que quand la personne a son diplôme, elle a prouvé qu'elle avait une certaine valeur. Donc on ne dévalorise pas le diplôme, on ne donne pas. J'ai beaucoup entendu parler aujourd'hui de mauvaises thèses, de mauvais doctorats. Bon, je ne sais pas, ça existe peut-être. Moi, j'ai l'impression, dans mon entourage, à l'époque où j'étais un chercheur, de ne pas en avoir vu beaucoup. Certaines sont moins bonnes que d'autres, sans doute, mais c'est aussi pour ça que normalement, il y a une gradation de félicitations, d'honneur du jury, entre guillemets. Dans les pays du Nord, vous avez votre doctorat si on estime que vous valez le niveau d'un doctorat. Donc, après, vous êtes reconnu à votre juste valeur de docteur. Dans la recherche et hors de la recherche? Dans la recherche et hors de la recherche, les universitaires, globalement, les chercheurs, sont très bien vus dans la société, dans les sociétés nordiques. C'est quand vous faites des enquêtes d'opinion auprès du public sur les gens dans lesquels ils ont le plus confiance, les chercheurs arrivent très en tête. Ce sont des pays qui ont une certaine admiration pour la recherche et donc les sociétés globalement valorisent ce métier-là. Donc un professeur d'université, un enseignant à l'université, c'est quelqu'un et on écoute sa parole avec une certaine valeur. On peut être pas d'accord avec ce qu'il dit, mais en revanche, on lui reconnaît une expertise dans son domaine. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour nos parlementaires et nos ministres pour les prochaines lois, pour mieux valoriser le doctorat, la recherche, les chercheurs? Ce serait bien prétentieux de ma part de donner des conseils à des ministres et à des parlementaires qui sont des élus de la nation. En revanche, je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure, ou ce que j'aurais voulu dire et qui n'est peut-être pas passé, c'est que je ne suis pas sûr que
ministres ou parlementaires qui viennent faire des visites à l'étranger pour étudier tel ou tel aspect d'un système, que ce soit le système social, le système universitaire ou le système de recherche, je voudrais qu'ils viennent moins avec l'idée de revenir avec une solution, avec un truc qu'on va pouvoir plaquer sur le système français et que ça va nous sauver de nos problèmes, mais davantage avec une ouverture d'esprit peut-être plus grande sur comment les solutions qui ont été mises en œuvre dans ces pays-là s'inscrivent dans un contexte plus large et comment on peut prendre des enseignements de ce contexte et de la façon dont il a été construit pour faire évoluer notre contexte et pas transposer un outil du contexte X au contexte français. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie.